Bonjour et bienvenue dans cette leçon sur la théorie de l'information qui porte sur le problème de codage. Je suis Mohamed Kadem Karé. Ce travail est un travail joint avec mon ami Bartholomié Blachigine. Le plan de la leçon sera d'abord d'introduire le problème de codage, ensuite de décomposer ce problème en un problème de codage source et un problème de codage canal. Après cela, on va traiter le problème joint de codage source-canal. On commence par une introduction. La théorie de l'information concerne les communications entre des transmetteurs ou des émetteurs et des récepteurs. Alors, les transmetteurs tentent d'envoyer une certaine information, qu'on appelle donnée, aux récepteurs à un débit qui est le plus grand possible, tout en gardant une probabilité d'erreur suffisamment faible. Donc c'est ça les deux critères qu'on tente d'obtenir, un débit élevé et une probabilité d'erreur suffisamment faible. Alors la théorie de l'information donne des expressions du débit maximum ou le plus grand possible, que note C et qu'on appelle capacité du canal, correspondant à une probabilité d'erreur qui tend vers 0. Donc on va définir cela de manière un peu plus précise lors des leçons, mais essayons de retenir cette idée que le cadre de la théorie de l'information tente d'établir des théorèmes qui donnent des expressions de cette capacité qui est le débit maximum qu'on peut avoir avec une probabilité d'erreur qui tend vers 0. Alors, ces expressions sont particulièrement utiles pour faire le design et l'optimisation des réseaux de communication. Alors voici un premier exemple d'une telle expression, c'est le plus simple et en même temps historiquement le premier exemple de telles expressions dans le cadre d'un canal qu'on appelle additif blanc-gaussien. Donc bon, on va définir ça un peu plus précisément lors des leçons suivantes. Donc on appelle ça canal AWGN. Et donc Shannon a établi que la capacité d'un tel canal est donnée par l'expression logarithme en base 2 de 1 plus le rapport puissance du signal utile divisé par la puissance du bruit. Donc vous voyez que cette formule est très simple et très jolie. Elle vous relie une notion physique qui est la capacité du canal, le débit maximum que vous pouvez mettre sur votre canal avec une probabilité d'erreur qui tend vers 0, à quelque chose d'une quantité physique mesurable qui est la puissance du signal utile divisée par la puissance du bruit. Alors après ce premier travail de Shannon, un travail considérable a été mené afin d'étendre ces résultats à une large variété de canaux et de situations. En particulier, le travail initial de Shannon considérait le cas d'alphabet fini, c'est-à-dire le nombre de lettres qu'une source émet est dans un ensemble fini. Ce travail a été étendu au cas d'alphabets plus généraux, avec des arguments de discrétisation plutôt heuristiques. Plus récemment, une théorie de l'information pour les réseaux a été développée, dans lequel on peut considérer le cas où il y a plusieurs émetteurs qui transmettent en même temps. C'est appelé le canal broadcast. Ou alors plusieurs récepteurs peuvent recevoir en même temps. C'est ce qui est appelé le canal d'accès multiple. Dans la présente leçon, nous allons considérer le problème de codage dans le cas d'alphabet discret. C'est-à-dire que l'alphabet peut être soit fini, soit dénombrable. Le mot discret ici, c'est en sens mathématique, un ensemble est dit discret s'il est fini ou dénombrable. Cette leçon, ainsi que les suivantes, reposent sur un projet de livre dont la référence est donnée ici, que je coécris avec Bartholomié Blachigine. Et le lecteur est invité à se référer à ce livre pour tout détail sur d'autres références sur la théorie de l'information. Nous allons maintenant définir le problème de codage.
Alors le problème de codage consiste à transmettre une source d'information à travers un canal de transmission. Il est composé par les éléments suivants. Nous considérons d'abord trois ensembles que nous notons U, X et Y. U, ça va être l'ensemble des symboles émis par la source. X ronde sera l'ensemble des symboles qui sont à l'entrée du canal. Et Y ronde sera l'ensemble des symboles à la sortie du canal. On appelle ça U, X et Y les alphabets. Source, à l'entrée du canal et à la sortie du canal. Alors la source, elle transmet ce qu'on appelle un mot source. Donc un mot source, c'est un ensemble de symboles, U1, U2, UM, qui sont des symboles sources. Chaque UI est appelé symbole source, c'est en quelque sorte une lettre. Et un ensemble de lettres est appelé mot. Donc un mot source connote U à la puissance m entre parenthèses. Alors cette puissance c'est juste pour dire que ce vecteur est de taille m. Donc la source émet un mot de taille m, connote UM, avec une certaine distribution, une probabilité de distribution, connote probabilité que le vecteur aléatoire émis par la source vaut un certain vecteur déterministe UM. Alors comme d'habitude, tout ce qui est aléatoire est noté par lettres majuscules, et tout ce qui est déterministe est noté par des lettres minuscules. Une fois la source émet un mot, il est pris en charge par ce qu'on appelle un codeur. Un codeur, finalement, c'est quoi? C'est une fonction de l'ensemble U à la puissance m vers l'ensemble X à la puissance n. Donc ici, l'entrée du codeur, c'est U puissance m, et la sortie du codeur, c'est X puissance n. Et le codeur va transformer un mot source UM vers un mot XN qui est émis par le canal. Donc ce qui est émis par le canal est appelé mot émis par le canal ou entrée du canal. Donc voici les deux premières étapes du problème de codage. Une source émet des mots, connote UM de taille M, et un codeur transforme ces mots en des mots de taille N, cette fois-ci, qui sont les mots émis par le canal. Alors une fois le mot passe par le canal, il est transformé en une sortie du canal qu'on note YN. YN, donc c'est la sortie du canal, c'est le résultat du passage de XN à travers le canal. Et enfin, il y a un décodeur, donc le mot reçu ou la sortie du canal, elle est dans l'espace Y puissance N. Et ce mot reçu, il est décodé par le décodeur qui transforme YN en un mot de source estimé qu'on note U chapeau M et qui est bien sûr pareil dans l'espace U ronde à la puissance M. Donc U chapeau M est un estimateur du mot de source qui a été émis par la source. De ce côté-là, on a le codeur, ensuite le canal, et enfin, une fois le mot passe par le canal, il est donc sorti par le canal, il passe par le décodeur, et on a un mot de source estimé. Donc voilà le problème de codage dans sa généralité que nous allons considérer dans ce cours. Alors, les deux derniers éléments peuvent être un peu décrits de manière plus formelle de la manière suivante. On va considérer que le canal est défini par une famille de probabilités sur Y puissance n qui sont indexées par les mots émis X à la puissance n ou xn. Cette famille de probabilités est notée kappa n étant donné xn et c'est appelé probabilité de transition du canal. Donc c'est ça la fonction du canal. Finalement, il va transformer les mots émis en à travers une certaine
probabilité de transition kappa n. Plus spécifiquement, le mot reçu, qu'on a noté yn, est un vecteur aléatoire tel que sa probabilité, donc la probabilité que le mot reçu vaut un certain vecteur donné yn, étant donné le mot émis xn, est donné par, justement précisément, kappa n de yn sachant xn. Donc kappa n, effectivement, c'est la probabilité de transition du canal. Elle nous permet de calculer la distribution de probabilité de la sortie du canal étant donné son entrée. Alors, remarque importante, nous ne supposons aucune relation a priori entre les probabilités de transition de canal kappa n pour différentes valeurs de n. Notamment kappa n et kappa n plus 1 n'ont pas de relation a priori entre elles. De même, les mots émis xn pour différentes valeurs de n n'ont pas de relation a priori entre eux. Donc xn et xn plus 1 n'ont pas de relation a priori entre eux. Enfin, dernière composante donc, du problème de codage, c'est le décodeur qui est une fonction de l'ensemble yn vers l'ensemble um qui transforme chaque mot reçu yn en un mot source estimé qu'on note u chapeau m comme on l'a indiqué dans la figure précédente. Les ensembles x ronde et y ronde sont appelés alphabets d'entrée et de sortie du canal respectivement. Et comme ces ensembles sont supposés discrets, c'est-à-dire finis ou dénombrables, on dit qu'on a un canal à alphabet discret. Alors le problème que nous avons décrit là est appelé problème de codage global incluant le codage source et le codage canal. Donc on appelle ça codage joint ou conjoint source-canal. Il peut être extrêmement utile, et on va le faire concrètement dans cette leçon ainsi que les suivantes, de décomposer le codeur en deux parties. D'abord un codage source qui est suivi après d'un codage canal. Une décomposition symétrique est faite du côté du décodeur. Ça peut être décrit de la manière suivante. Donc rappelons-nous, à l'entrée, nous avons notre mot de source UM ici. Et on avait dit que le codeur le transforme en XN, qui est le mot émis à l'entrée du canal. Alors ici, on va supposer que le codeur est composé de deux parties. On transforme d'abord UM en ce qu'on appelle un message W à travers ce qu'on appelle un codage source. Et dans un deuxième temps, le message W est transformé en un mot émis à l'entrée du canal à travers ce qu'on appelle le codage canal. Bien sûr, de manière symétrique, le décodeur prend un mot reçu et le transforme en un message estimé W chapeau. Et après, le message estimé W chapeau passe par le décodage source cette fois-ci pour en déduire le mot de source estimé. Alors ce qui est à noter, c'est que le rôle du codage source et du codage canal n'est pas le même. Parce que vous pouvez vous étonner pourquoi il y a deux types de codage. En fait, on va voir que le rôle du codage source, c'est de faire une compression des données, c'est-à-dire de représenter les données avec le minimum de taille possible, tout en préservant une certaine robustesse, une certaine précision du décodage source. Et le codage canal, lui, à l'inverse, il n'a pas comme but de compresser les données, mais plutôt de les protéger, de les dupliquer éventuellement, de les agrandir un petit peu pour protéger le message qui va être émis des aléas qui sont introduits par le canal. Et vous voyez qu'il y a un compromis entre codage source et codage canal qu'il va falloir tenter de trouver. Dans cette décomposition au codage source, codage canal, nous avons donc de nouveaux éléments. On considère un entier fixé M, ce qui permet de se donner l'ensemble des messages possibles W
Cet ensemble est noté 1M. Donc notre W, ce qu'on a appelé message, il appartient à cet ensemble 1M. Et finalement, le codage source, c'est une fonction de l'ensemble des mots source UM vers l'ensemble des messages 1M. Donc c'est ça, un codage source. Il transforme un mot source UM vers un message W qui fait partie de l'ensemble 1M. Le codage canal, lui, c'est une fonction de l'ensemble des messages 1M vers x puissance n, et donc il transforme un message W en un mot émis dans le canal qu'on note xn. Alors nous allons dire que nous avons un codage canal mn. M étant le nombre d'éléments dans l'ensemble des messages, le cardinal de l'ensemble des messages, et petit n étant la taille du mot émis dans le canal. Le décodage du canal, c'est une fonction qui va de yn, l'ensemble des sorties possibles du canal, vers l'ensemble des messages 1m, auquel on rajoute 0. Alors 0 ici est une sortie un peu imaginaire en quelque sorte, qui représente une erreur déclarée par le décodeur. Quand le décodeur n'arrive pas à décoder ce qui a été transmis, à ce moment-là, il déclare une erreur et il donne comme sortie 0. Donc on voit que l'ensemble de messages à la sortie du décodeur, c'est 0, 1, m. Maintenant, le décodeur source, c'est une fonction de 1m vers um, et elle va associer à chaque message estimé W chapeau, qui fait partie de 1m, un mot de source estimé qu'on a noté U chapeau M. Donc vous voyez comment fonctionne ce problème de codage décomposé en une partie codage source, codage canal. Et en fait, ce que nous avons fait, c'est que nous avons décomposé notre problème de codage global, source canal, en deux sous-problèmes, respectivement. D'abord, le codage source dans lequel le canal est simplifié au maximum. En fait, le canal n'induit dans ce codage source aucune erreur. On suppose, quand on considère uniquement le codage source, que W chapeau égale W. C'est comme si le canal n'introduit aucune erreur d'estimation ou liée à la transmission dans le canal. Et de l'autre côté, le codage canal, où la source cette fois-ci est simplifiée. C'est-à-dire que soit c'est une source non aléatoire, déterministe, ou alors uniformément distribuée, comme on va le voir ultérieurement. Alors nous allons distinguer les erreurs de codage qui sont induits par le codage source ou par le codage canal. Nous allons donner notamment des définitions précises de ces erreurs selon qu'on considère l'un ou l'autre de ces deux codages. Considérons d'abord le codage source. Alors, le problème du codage source est un cas particulier du problème de codage général où on suppose que le canal n'induit pas d'erreur. C'est-à-dire on suppose que le message estimé est égal au message émis. Donc on rappelle un peu le schéma général d'un schéma de codage, d'un problème de codage. Le mot de source UM, ici, il est codé par le codage source et transformé en un message W. Et comme on suppose que le canal est parfait, c'est le même message W qui, à l'entrée cette fois-ci du décodage source, qui essaie d'obtenir une estimation U chapeau M du mot de source émis UM. Donc c'est ça ce qu'on appelle codage source. On définit le taux de codage source de la manière suivante. Considérant U l'alphabet de la source, donc un ensemble qu'on suppose discret, c'est-à-dire fini ou dénombrable, prenant M un entier non nul, le taux de codage source d'un codeur, donc de U à la puissance M vers l'ensemble des messages 1M, est défini de la manière suivante.
logarithme en base d du nombre de messages m divisé par la taille du mot de source, d'accord, hein, qu'on a noté m, où d est une base du logarithme choisie arbitrairement. D'accord. Donc ce taux hein, peut être exprimé en l'unité suivante, c'est le nombre de d digits, hein, ou plus précisément de d digits messages par symbole source, hein, ou par lettre émise par la source, hein, puisqu'on avait considéré comme symbole une lettre hein, ou un symbole émis par la source. Donc ici, ce taux de codage source, ça représente le nombre de des digits message par symbole source. Alors quand l'ensemble U est fini, hein, dans ce cas particulier, on définit également le rapport de ce codage, taux de codage source hein, qu'on a noté RS. Donc le rapport entre RS par log en base D de cardinal de U, qui est égal également à cette quantité-là, ce rapport-là est appelé taux de compression de la source. C'est un taux de compression dans le sens où plus cet élément est petit, hein, si cette quantité est petite, alors la compression est grande. Parce que quand ce nombre est petit, ça veut dire que m est plus petit, est petit devant un cardinal de U, c'est-à-dire qu'on a réussi à compresser notre source avec un nombre de messages petit. Donc plus ce nombre est petit, plus le taux de compression, la compression est élevée. Remarquez également que ce taux de compression ne dépend pas de la base D qu'on a choisie pour le logarithme. Donc retenez bien ces deux définitions. D'abord, le taux de codage source, noté RS, et qui est log en base D du nombre de messages divisé par la taille du mot source, petit m, et également le taux de compression qui est défini comme étant ce taux de codage source RS divisé par logarithme de cardinal de U, l'alphabet de message. Hein. U, c'est étant l'alphabet de message. Et on prend la même base du logarithme D considéré dans la définition du taux de codage source. Retenez donc ces deux définitions concernant un codage source. En faisant une observation ici, dans le cas particulier où cardinal de U est pris égal à la base du logarithme D, dans ce cas-là, le taux de codage source et le taux de compression sont égaux. C'est facile à avoir à partir des formules que j'ai exposées dans le slide précédent. Deuxième observation, si on prend D égale 2, alors le taux de codage source est le nombre moyen de bits message hein, par symbole source. Autrement dit, dans le cas particulier D égale 2, RS est par définition égal log en base 2 de M divisé par petit m, la taille du mot de source. Et donc, c'est exprimé en bits de message par symbole source. Donc, c'est finalement le nombre de bits par symbole source. Autre observation, c'est que ce taux RS, il est relié à la notion de débit binaire, hein, bitrate. En effet, si on notait l'intervalle de temps qui sépare l'émission de deux sources symboles, par exemple deux exemples d'un signal donné, alors le débit binaire correspondant au taux RS est par définition RS divisé par T. Et c'est finalement exprimé en bits par seconde. Donc on retrouve la notion de débit en bits par seconde quand on divise le taux de codage source RS par la longueur de l'intervalle de temps qui sépare deux symboles sources successifs.
Voici un exemple qui illustre ces notions. Considérons un signal qui est échantillonné à la fréquence 8 kHz, ce qui correspond à une valeur de t égale 1 sur 8000 secondes. Donc la durée entre deux symboles successifs, c'est 1 sur 8000 secondes. Si on suppose que le taux de codage source CRS égale 8 bits par symbole, alors le débit binaire correspondant, c'est RS sur T, ce qui donne un débit binaire égal 64 kilobits par seconde. Alors, dernière définition dans cette partie codage source, on va définir ce qu'on appelle la probabilité d'erreur du codage source. C'est par définition, notez PE ici, la probabilité que le mode source estimé est différent du mode source émis. Puisque ça, c'est le mode source estimé après décodage, et ça, c'est le mode source qui a été émis avant codage source. Donc la probabilité que ces deux quantités soient différentes, c'est ce qu'on appelle la probabilité d'erreur du codage source. Cette quantité dépend bien sûr de la distribution des modes source, UM, mais aussi ça dépend du codeur source et du décodeur source qui ont été choisis. Nous présentons dans cette section les éléments concernant le codage canal. Alors, le codage canal consiste à avoir en entrée un message W, qui est un élément de l'ensemble 1M, et qui est codé par ce qu'on appelle le codeur canal en un mot qu'on appelle mot émis et qui est à l'entrée du canal et qu'on note XN. Ensuite, ce XN, il passe à travers le canal, il est transformé en un mot reçu YN, et après le décodage canal consiste à essayer d'estimer à partir de YN le message qui a été émis au départ. Donc cet estimateur qu'on note W chapeau, c'est le résultat du décodeur canal. Et il est bien sûr estimé à partir de YN. Afin de prendre en compte les probabilités de transition du canal, il va être utile de considérer une famille de vecteurs aléatoires qu'on note yn de xn, donc c'est indexé par les mots émis xn, tel que la probabilité de yn de xn vaut une certaine valeur, qu'on note petit yn, est exactement égale aux probabilités de transition du canal de yn, sachant xn. Donc autrement dit, étant donné le mot émis xn égale petit xn, le mot reçu va être yn qui n'est autre que notre famille de vecteurs aléatoires prise au point xn. Donc c'est ça l'utilité de cette famille de variables aléatoires. Elle permet de déduire à partir du mot émis quel sera le mot reçu et donc quel sera le mot à la sortie du canal. Deuxième remarque, nous allons souvent considérer que le message W est fixé à une certaine valeur, petit w, dans l'ensemble 1M. Mais parfois, nous serons amenés à considérer que le message W est aléatoire, c'est une variable aléatoire dans 1M. Et dans ce cas, on supposera toujours qu'il est indépendant de tout ce qui est aléatoire dans le canal ou dans les transitions dans le canal. Autrement dit, que W, le message W, est indépendant de la famille YN de XN. Et par conséquent, on suppose que la sortie du canal YN est indépendante du message W, étant donné l'entrée du canal XN. Donc retenez cette propriété, elle va être utile quand on va démontrer les théorèmes de codage. La sortie du canal YN est indépendante du message W, étant donné xn. On définit le taux de codage canal de la manière suivante. Considérons un alphabet x qui est un ensemble discret, donc fini ou dénombrable, et m un entier non nul. Le taux de codage canal pour un codeur qui est une fonction d'un m vers x puissance n est défini par
hein, c'est noté RC, et c'est défini comme étant le logarithme du nombre de messages M divisé par la taille d'un mot émis, hein, qu'on a noté petit n. Donc cette quantité qui est notée RC, c'est finalement le nombre de d-digits messages par symbole émis. D étant une base arbitraire choisie pour le logarithme. Alors cette quantité RC peut être interprétée comme une mesure de l'efficacité du codeur. En effet, plus RC est grand, plus on peut émettre des bits messages par symbole émis. Donc c'est vraiment une notion d'efficacité du codeur. Quand c'est grand, ça veut dire qu'on peut émettre beaucoup d'informations messages, beaucoup de bits messages par symbole émis. Voici une terminologie utile. Un codeur canal de 1m vers x puissance n est appelé un codeur Mn, ou alors d à la puissance nrc partie entière supérieure n, simplement parce que m vaut cette partie entière supérieure de d à la puissance nrc. Si vous revenez à la formule qui donne le taux de codage canal rc, vous allez vous rendre compte que cette égalité est vraie. Donc parfois, on va noter le codage canal en disant que c'est un codeur du type Mn, ou d à la puissance nrc partie entière supérieure n. Dans le cas particulier où d égale 2, le taux de codage canal est finalement le nombre moyen de bits messages par symbole émis. Et donc on a RC qui est log en base 2 de m divisé par n, c'est le nombre de bits messages par symbole émis. Alors une autre remarque qui est analogue à ce qu'on a fait pour le codage source, finalement le codage canal, le taux de codage canal RC est relié à la notion de débit binaire usuel. En effet, si on note taux l'intervalle de temps qui sépare deux symboles émis, alors le débit binaire correspondant au taux de codage canal RC est par définition RC sur taux, et ça donne quelque chose qui est exprimé en bits messages par seconde. Donc c'est bien une notion de débit dans le canal, le nombre de bits messages par seconde qui peuvent être transmis dans le canal. Alors il y a plusieurs probabilités d'erreur qui peuvent être associées à un codage canal. La première quantité que note probabilité d'erreur étant donné le message émis petit w, c'est la probabilité que ce qu'on estime comme message W chapeau est différent de W, sachant que ce qui a été émis comme symbole, W égale petit w. Donc c'est une proba d'erreur conditionnellement à ce qu'on ait émis le message grand W égale petit w. Ensuite, on définit la probabilité d'erreur maximum, qu'on note PE tilde, comme étant le maximum sur tous les petits w, les messages possibles, allant de 1 jusqu'à m, de la probabilité d'erreur étant donné le message émis petit w. Et enfin, la probabilité d'erreur moyenne, qu'on note PE bar, c'est 1 sur m fois la somme sur tous les messages possibles de 1 à m, la probabilité d'erreur étant donné le message émis petit w. Donc retenez bien ces trois notions de probabilité d'erreur associées au codage canal. Alors une remarque utile pour commencer. Les probabilités d'erreur maximales et moyennes ne dépendent pas de la distribution de W. Ils dépendent effectivement des probabilités de transition du canal, kappa n, et du codeur canal et le décodeur associé. On va introduire une notation intéressante, notant W chapeau de W, le message estimé quand on émet le message W à travers le canal. Alors il est facile de voir dans ce cas-là que la probabilité d'erreur, sachant le message émis W, peut être écrit comme étant probabilité de W chapeau de W est différent de W. Puisque ça, c'est finalement le message estimé étant donné que le message émis est W. Et par conséquent, on peut voir que la probabilité d'erreur moyenne peut être écrite comme étant la probabilité que W chapeau de grand I est différent de grand I, où grand I est une variable aléatoire
uniformément distribués dans un M. Et en particulier, si le message émis W est une variable aléatoire qui est uniformément distribuée en un M, dans l'ensemble 1M, alors la probabilité d'erreur moyenne, dans ce cas-là, peut être écrite comme étant la probabilité que W chapeau est différent de W. Alors retenez bien que cette formule de la probabilité d'erreur moyenne, qui est parfois utilisée dans les démonstrations des théorèmes qu'on va énoncer plus tard, cette formule-là n'est valable que quand W est uniformément distribué dans l'ensemble 1M. Donc ce n'est pas pour n'importe quelle distribution du message W, c'est spécifiquement à la distribution uniforme. La dernière partie de cette leçon concerne le codage source-canal. On va considérer maintenant le codage source et le codage canal ensemble, et on peut distinguer deux cas. Soit le codage source et le codage canal sont en tandem, c'est-à-dire qu'on les considère respectivement comme dans cette figure-là. On a d'abord le codage source et après le codage canal. Ou alors on considère le codage canal-source conjointement, comme dans cet exemple ici. On a un seul codeur qui fait à la fois le codage source et le codage canal. Voilà les deux situations que nous pouvons considérer. Alors on définit le taux de codage source-canal de la manière suivante. On prend le taux de codage source RS et on divise par le taux de codage canal RC. On peut vérifier que quand on fait ce rapport-là, ça se simplifie et on obtient le rapport N divisé par M. Et donc on note ça RSC pour dire c'est le taux de codage source-canal. Et c'est finalement le nombre de symboles émis par symbole source. D'accord ? Et donc c'est ce rapport-là qui correspond au taux de codage source-canal. Et donc optimiser le codage consiste à minimiser cette quantité taux de codage source-canal. De manière alternative, on peut définir le taux de codage canal-source cette fois-ci comme étant l'inverse de RSC. Donc on le note RCS et finalement c'est l'inverse de la quantité précédente, donc c'est M sur N, donc c'est le nombre moyen de sources symboles par symbole émis. Et dans ce cas-là, optimiser le codage consiste à maximiser cette quantité RCS. Donc soit on minimise RSC, défini par l'équation 13, soit on maximise RCS, et comme l'un est l'inverse de l'autre, les deux opérations sont équivalentes. On définit enfin la probabilité d'erreur pour le codage source-canal de la manière suivante. C'est la probabilité que l'estimation du mot source est différent du mot source émis à l'origine. On peut observer que cette distribution de probabilité dépend de la distribution du mot de source UM, dépend du codage source-canal et du décodeur correspondant, ainsi que des probabilités de transition du canal. Toutes ces quantités-là interviennent pour calculer cette probabilité d'erreur du codage source-canal. Voilà, cela termine cette première leçon sur la théorie de l'information. Vous avez quelques références bibliographiques ici, bien sûr l'article original de Shannon, puis le livre en cours de préparation avec mon ami Bartholomew Blachigine, et dans lequel il y a beaucoup de références auxquelles vous pouvez vous référer sur la théorie de l'information. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.